Bonjour à tous. Et parfait, je te laisse faire ton intervention. Alors, un grand merci et surtout bravo aux organisateurs d'avoir monté un tel projet en si peu de temps. Je pense que ça nous fait du bien à tous de discuter un peu et de partager effectivement. Alors, on va prendre un peu de hauteur si vous êtes d'accord et on va parler maintenant de la cheville. Juste une petite aparté, je suis tout à fait partant pour un débat à venir pour défendre la chirurgie percutanée, notamment dans l'avant-pied. Aujourd'hui, notre problème, c'est les entorses de cheville. Les entorses, c'est des mécanismes très fréquents, notamment chez les professionnels. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Et notamment, je vous mets au défi de savoir quel est exactement le mécanisme lésionnel qui est survenu sur ce joueur. Donc, en fait, il y a différents types d'entorses. Vous le savez, les entorses, elles peuvent être latérales, ça c'est le plus fréquent, ou elles peuvent être médiales ou toucher même la syndesmose tibiofibulaire, ce qui représente un des pièges de ces atteintes. Il y a différents stades de lésion au niveau des ligaments et il va falloir qu'on sache le délai depuis le traumatisme. C'est-à-dire, est-ce que c'est un premier épisode d'entorse ou est-ce qu'on est dans des récidives d'entorse? Deux points clés, toujours en introduction. Devant un premier épisode d'entorse, même s'il y a une rupture du ligament talofibulaire antérieur, qui est le faisceau antérieur du ligament externe, ou du ligament calcanéofibulaire, qui est le ligament moyen du plan ligamentaire externe, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Le traitement de première intention dans les entorses graves avec rupture ligamentaire latérale reste une prise en charge médicale qui va associer immobilisation et rééducation. C'est très important parce que le traitement de ce premier épisode va nous donner le pronostic à long terme du ligament. Et si ce traitement est fait de façon négligée, il va entraîner une distension ou une mauvaise cicatrisation ligamentaire qui, elle, va aboutir à l'instabilité chronique. Et vous le savez, le problème de l'instabilité chronique, c'est qu'à terme, elle va nous donner de l'arthrose. Et aujourd'hui, malgré ce qu'on nous vend, notamment avec les PRP, nous ne sommes pas très bons pour soigner l'arthrose de cheville, qui entraîne une gêne fonctionnelle relativement importante. On a de la chance d'être à notre époque intéressé par la cheville, parce que c'est une articulation qui est en pleine évolution et les connaissances bougent énormément, notamment les connaissances anatomiques. Comme pour le genou, il y a énormément de travaux anatomiques avec des dissections et on est en train de se rendre compte aujourd'hui que le concept qui a été enseigné pendant des années avec les trois fameux ligaments, les trois fameux faisceaux du ligament externe n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un faisceau postérieur, moyen, antérieur, mais finalement on a un véritable complexe ligamentaire latéral qui fonctionne avec une partie supérieure, un faisceau supérieur pour le talofibulaire antérieur et un faisceau inférieur qui lui qui est relié au faisceau moyen et travaille de pair pour notamment lutter contre le varus. Ça, c'est encore en pleine évolution, donc il y a des études qui ont montré ça, mais on est en train de travailler sur les applications justement d'anatomie fonctionnelle et sur la pathologie. Donc c'est amené à évoluer dans le temps. Aujourd'hui, on va parler des récidives d'entorses latérales. On va se cantonner à ce tableau qui est le plus fréquent, c'est-à-dire des gens qui font des entorses à répétition par insuffisance ligamentaire externe. Alors, pourquoi tu viens, s'il te plaît? Parce que ça fait 3 ans que j'ai mal. Il s'est passé quoi il y a 3 ans? Une entorse. Et depuis 3 ans, tu as fait quoi comme traitement? De la kiné, des radios, des IRM. Ça fait 3 ans que tu fais de la kiné? Non, j'en ai fait pendant 6 mois et là pendant 3 mois. Alors, il faut qu'on ait conscience qu'il y a énormément de patients qui sont en galère avec leur cheville. Pourquoi? Parce que pendant des années, finalement, les entorses de cheville ont été négligées. On disait qu'il n'y avait pas de traitement. Puis après, on leur a promis de la kiné. Et finalement, de temps en temps, les kinés, notamment parce que des fois, ils sont limités par le nombre de séances, quand les résultats n'étaient pas satisfaisants, finalement, les patients adaptaient leur activité, réduisaient leur activité et ne pouvaient pas retrouver un état fonctionnel normal. Comme cette jeune patiente qui a 16 ans et qui ne fait pas de sport depuis ses 13 ans. Donc 3 ans sans sport, malgré 9 mois au total de rééducation. Donc ce qu'on va chercher pour établir notre diagnostic, c'est un antécédent d'entorse grave. Une entorse grave, ça correspond à une rupture ligamentaire, mais qui n'a pas toujours été mis en évidence. Mais un patient qui a présenté un hématome pendant une entorse, c'était une entorse grave. De temps en temps, le traumatisme est ancien, donc c'est négligé par le patient qui va plutôt consulter pour des douleurs. Et quand on va l'interroger, il va dire « bah oui, ma cheville ne tient pas ».
ne tient pas quand je suis sur terrain instable. Seulement, ces patients auront pris l'habitude finalement d'éviter toutes les situations à risque pour la cheville. Ils vont donc nous décrire un symptôme d'instabilité et ou de douleur. On va faire un examen clinique et bien sûr, le moment clé de cet examen clinique, c'est le testing ligamentaire de la cheville. Donc, on va bien empaumer avec une main le bloc calcanéo-pédieux, l'autre main va stabiliser la jambe et on va faire un tirant antérieur et un valgus forcé. Il faudra faire attention quand on réalise ce test en cas d'hyperlaxité constitutionnelle ou même de certaines pratiques sportives, notamment chez les danseuses, où on va trouver une laxité qui ne sera pas forcément pathologique. C'est pour ça que c'est très important d'examiner les deux chevilles et de mettre en évidence une laxité différentielle, avec bien sûr un examen qui est fait genou fléchi pour détendre le système musculaire postérieur. On va compléter cet examen par un bilan musculaire. On va regarder une rétraction des gastrocnémiens avec le test de Silver-Skjold, où on a un équin qui se réduit par la mise en flexion des genoux. On va faire un bilan musculaire pour être sûr qu'on n'a pas de déficit au niveau principalement des fibulaires et on fera un bilan proprioceptif. Tous ces points faibles nous feront penser à un déficit de rééducation. On va enfin faire un examen de la marche et notamment rechercher un varus de l'arrière-pied qui constitue un des facteurs favorisants de l'instabilité chronique. On s'aidera avec les examens complémentaires. Les examens complémentaires, ils sont multiples et ils ne constituent qu'une aide. Le plus important reste l'examen clinique, le testing de la cheville. Les radios pourront nous montrer des lésions associées, notamment des ossifications qui arrivent lors des instabilités chroniques. On a bien sûr des échographies qui sont aujourd'hui l'examen le plus performant, mais qui reste opérateur dépendant, avec sinon la possibilité de réaliser des IRM, mais qui sont encore peu fiables pour les lésions ligamentaires, notamment les désinsertions proximales du faisceau talofibulaire antérieur. Enfin, on précisera les lésions associées, notamment avec l'arthroscanner. L'arthroscanner, c'est l'injection de ce produit blanc dans la surface articulaire. Et vous voyez, côté externe, on a une insuffisance ligamentaire externe, ce qui fait que le talus travaille dans la mortaise tibiofibulaire de façon asymétrique avec une hyperpression interne et a entraîné progressivement l'usure de ce cartilage. Vous vous doutez bien qu'un patient qui a une instabilité chronique ancienne, avec un début d'arthrose, aura malheureusement un résultat fonctionnel post-opératoire moins satisfaisant qu'un patient qui n'a pas encore d'arthrose. Enfin, il faudra faire un bilan podologique. C'est quelque chose de très important, notamment pour ce varus de l'arrière-pied, mais aussi parce que ça fait une étude dynamique de la marche, ce qui n'est pas possible dans nos cabinets, et un bilan kiné pour voir un peu l'état musculaire, avec notamment des bilans isocinétiques. Le but sera d'éliminer un diagnostic différentiel. Vous pouvez voir, ça c'est un tendon fibulaire. Vous avez la malléole latérale qui est ici. Et en fait, hop, on le luxe, hop, il revient derrière. Des gens parfois se plaignent en fait d'instabilité latérale. Ils ont une instabilité fibulaire qui entraîne une douleur, qui entraîne elle-même le lâchage de la cheville. Notre diagnostic, il cherchera aussi des lésions associées, notamment par les examens complémentaires, comme ces avulsions osseuses ou ce petit bout de cartilage que vous voyez qui se balade et qui peut être pareil, responsable de blocages articulaires qui vont entraîner un dérobement de la cheville et donc faire penser à une instabilité de cheville qui ne sera pas forcément d'origine ligamentaire ou qui va être associée à des lésions ligamentaires. La prise en charge de l'instabilité chronique, elle est d'abord médicale. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une notion d'instabilité entre les épisodes d'entorse, ça veut dire qu'il y a une distension ligamentaire ou une insuffisance ligamentaire externe et qu'il n'y a aucune possibilité de faire cicatriser les ligaments. On ne peut pas retendre un ligament qui a cicatrisé en distension. Donc, à partir de là, on sait qu'il n'y a pas d'intérêt à réaliser des immobilisations strictes pour les récidives d'entorse. Le point clé, ça va être la rééducation. La rééducation, d'abord, elle va faire un bilan, comme on l'a dit, elle va rechercher les points à améliorer, peut-être certains points qui n'ont pas été travaillés lors des séances de kiné précédentes. Elle va vérifier l'étirement de la chaîne musculaire postérieure, la reprogrammation neuromusculaire et le renforcement musculaire. On fera aussi un bilan podologique. Il va corriger de façon systématique l'axe de l'arrière-pied, la plupart du temps par des coins calcanéens, antivarisants, pour rétablir le valgus physiologique. Ça, c'est systématique, c'est un traitement de première intention dans les instabilités. Après, dans un deuxième temps, pour les gens qui sont en échec, notamment avec la rééducation,
on pourra proposer de reprendre avis auprès du podologue et à ce moment-là, l'objectif sera plus de stabiliser l'arrière-pied avec notamment tout ce qui est anneau talonnier. Alors, on en arrive à la discussion en cas d'échec de la prise en charge médicale parce que finalement, elle concerne beaucoup de gens qui ont restreint leurs activités et qui ne peuvent pas reprendre les sports ou même une vie normale. On va donc se diriger vers une chirurgie. La chirurgie, elle pourrait être de deux types. Ça pourrait être soit une réparation des ligaments, soit une reconstruction, la reconstruction se faisant avec une greffe. Et finalement, au niveau de la cheville, on a évolué comme le genou et l'épaule. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait, pour le croisé antérieur, par exemple, une suture. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien. On a fait des plasties extra-articulaires, puis des plasties intra-articulaires à ciel ouvert. Et maintenant, on se dirige vers une chirurgie anatomique sous arthroscopie, c'est-à-dire avec l'aide des caméras. C'est aujourd'hui le traitement de référence pour la cheville parce que ça permet notamment le traitement des lésions associées. Ces lésions associées, ça peut être les lésions ostéochondrales. Vous voyez là une lésion ostéochondrale du dôme talien avec un morceau de cartilage qui s'était retourné, qu'on va pouvoir aviver et refixer. On va pouvoir traiter les ostéophytes. Vous voyez, il y avait un petit bec osseux qui était formé petit à petit, qu'on résèque avec des fraises pour lever le conflit. On peut enlever les ablutions osseuses. On peut traiter l'instabilité fibulaire aussi sous endoscopie, dans le même temps opératoire, et contrôler la syndesmose tibiofibulaire. Dans le même temps opératoire, on pourra traiter les facteurs favorisants. On pourra faire notamment percutané une ostéotomie du calcanéum. On fait une ostéotomie en chevron, c'est-à-dire on coupe l'os à l'aide d'une petite fraise comme ça, et puis après on va faire une translation du calcanéum pour traiter le varus, et on va fixer avec deux vis. Tout ça à travers un petit trou. L'objectif de la chirurgie percutanée, comme François le disait, c'est effectivement d'éviter de diminuer l'agression sur les parties molles, sur les tissus, pour diminuer les raideurs. Donc là, on est en extra-articulaire, mais c'est encore plus vrai dans la chirurgie articulaire. Le résultat, vous le voyez sur la radio de droite, c'est un pied qui a été opéré. On ne voit plus finalement le talon lié au varus de l'arrière-pied, alors qu'à gauche, il a toujours son pied avec son varus. Vous pouvez voir la différence. Dans le même temps opératoire, on pourra effectivement associer un allongement des gastrocnémiens si notre examen a mis en évidence des gastrocnémiens courts. Alors, la réparation ligamentaire. En fait, on s'est rendu compte que ce qui se passe, dans l'entorse grave, il y a une désinsertion du ligament avec une fibrose qui va se mettre entre l'os et le ligament et qui va empêcher de recréer finalement l'anthèse physiologique avec ces différentes couches, ces 4 couches. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever la fibrose proximale dans la majorité des cas et pouvoir réinsérer le ligament. Vous voyez ici le ligament sous la malléole est complètement désinséré. On est dans cette zone. En fait, le ligament, il a cédé ici et il s'est fibrosé. Alors, on isole le ligament de la capsule. On va aller retirer cette fibrose. Après, on va enfoncer un fil dans l'os et avec des instruments de chirurgie tout à fait spécifiques, on va, par une suture, venir réinsérer le ligament contre l'os. Et le but, c'est de reproduire en fait l'anthèse physiologique avec tissu ligamentaire contre l'os, et le sang va nous permettre la cicatrisation. On peut parfois ajouter, en fait, ce qu'on peut faire, c'est un renfort au rétinaculum pour ceux qui s'intéressent aux différentes techniques. Dans ce cas-là, on va créer un plan de travail entre la structure qui est le rétinaculum inférieur des tendons, des extenseurs. Donc on nettoie, on crée une petite chambre de travail toujours sous contrôle de la caméra. Ça correspond un petit peu à, comme une chirurgie de la coiffe, si vous voulez. Et on va se servir de ce tissu pour venir faire un renfort biologique qui va venir donc renforcer la qualité de notre réinsertion ligamentaire. Donc ça, c'est des instruments initialement qui servaient à la chirurgie de l'épaule et qui ont été adaptés pour la chirurgie de la cheville.
en passant nos 2 fils. Hop, on n'aura plus qu'à réinsérer ça au niveau du ligament pour renforcer. Parfois, la qualité des ligaments est trop abîmée parce que l'instabilité est ancienne, il y a eu énormément d'entorses, il y a eu des ossifications au niveau des ligaments. Et dans ce cas-là, on va faire une ligamentoplastie. La ligamentoplastie, elle utilise une greffe. Alors, il y a plusieurs types de greffes. Dans la majorité des cas, on utilise un ischio-jambier. Le problème, c'est qu'on se retrouve un peu en concurrence avec les chirurgiens du genou, puisque finalement, c'est la même chose qu'un croisé antérieur et qu'on utilise les mêmes greffes. On fait des tunnels dans les os et hop, on passe notre greffe qui va être fixée, puis tendue à l'aide d'un fil coulissant. Voilà le résultat final sous arthroscopie. On a notre greffe que vous voyez ici, le faisceau antérieur qui correspond à cette partie, le faisceau moyen qui correspond au calcanéo-fibulaire. Alors, on est tous d'accord, hein, le plus important, c'est d'évaluer les résultats, parce que sinon, on est toujours content de soi. Et puis finalement, quand on fait des revues de malades, ben, on se rend compte qu'il y a pas mal de patients qui ont des soucis. Donc, on a revu tous les patients de la clinique qui ont bénéficié, des séries de 50 patients qui ont bénéficié soit de réparation, soit de reconstruction. Alors, je vais aller vite sur les critères de l'étude, mais il y avait un recul de 2 ans. C'était une série consécutive de 50 patients pour chaque étude, hein, bien sûr. On a pris un examinateur indépendant, c'est un interne du CHU qui en a fait son sujet de thèse, donc qui examinait les patients seuls dans un bureau à côté. Et donc, on a observé une excellente évolution des scores fonctionnels, hein, face au Carlson, avec des résultats tout à fait significatifs, une perte de mobilité articulaire finalement très faible. Bien sûr, on n'est pas à l'abri quand on fait des ligamentoplasties ou des réparations ligamentaires de récidives d'entorse. Hein. Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'une fois qu'on a que la cheville a cicatrisé, le patient repart jouer, repart en compétition, foot, rugby, et donc finalement on lui a fait une cheville normale. On ne fait pas des chevilles incassables, on fait des chevilles finalement comme avant les entorses. Et donc les patients retombent dans le risque de la population générale de développer des entorses. Donc vous voyez, là, dans le groupe greffe, il y avait une récidive, dans le groupe réparation 2. Taux de satisfaction aux alentours de 90%, hein, ce qui pour nous est tout à fait satisfaisant. Pour connaître les grandes lignes des suites opératoires, on reprend les activités en décharge à 6 semaines, c'est-à-dire vélo-natation, la course à pied entre 2 et 3 mois, le terrain instable vers 3 mois, et la compétition entre 3 et 4 mois et demi, selon qu'on a eu une réparation ou une reconstruction avec greffe, la greffe étant un peu plus longue dans les suites opératoires. Donc la prise en charge de l'instabilité latérale, le plus important, c'est de savoir qu'il faut qu'on s'en occupe. Il ne faut plus dire aux patients, les entorses, c'est quelque chose de négligeable, et si vous faites des entorses à répétition, ce n'est pas grave, parce qu'on va les revoir dans de nombreuses années après avec de l'arthrose, et là, on n'aura pas de solution satisfaisante à leur proposer. Le traitement médical, c'est le traitement de première intention. Puis après, on a un traitement chirurgical qui aujourd'hui est arthroscopique, avec des techniques qui ont été validées, qui sont fiables, reproductibles, bien sûr avec des opérateurs expérimentés, mais il y en a de plus en plus, puisque tous les chirurgiens de la jeune génération pratiquent l'arthroscopie. Il y a une indication qui est adaptable, et ça c'est très positif, parce qu'en fonction des constatations péropératoires, c'est-à-dire de ce qu'on va voir avec la caméra dans l'articulation, on va pouvoir faire le meilleur traitement, c'est-à-dire réparer le ligament, ce qui est moins invasif si c'est possible, ou alors changer le ligament si c'est nécessaire, enlever un petit bout de cartilage qui se balade, etc., etc. Ça permet de traiter les lésions associées, ce qui n'était pas possible. Vous imaginez bien, quand on opérait avant HTL ouvert, un ligament externe, on ne pouvait pas, par la même incision, malheureusement, ce n'est pas possible, d'aller enlever un petit bout d'os côté interne. Pour être optimal dans cette prise en charge, il faut absolument travailler ensemble. Et donc, c'est normal qu'un kiné appelle un chirurgien ou qu'un chirurgien appelle un kiné. Et c'est pareil, il faut qu'on fasse des courriers aux podologues ou que les podologues fassent des courriers. Maintenant, c'est facile. Hein, on a tous les réseaux sociaux, on est multi-reliés. Donc, il ne faut pas hésiter, tous travailler dans le même sens.
il faut aussi éviter au maximum de donner des messages contradictoires aux patients en disant non, là, il ne faut pas vous opérer, même s'il vous a dit qu'il allait vous opérer. Il vaut mieux un appel entre soignants. On met en place notre stratégie commune, chacun sa place. Ça se fait par étapes et ça se fait tout à fait naturellement. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les patients. Et comme ça, on va avoir des traitements qui vont être beaucoup plus efficaces. Voilà, je vous remercie. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume, docteur Cordier. Une question qui revient beaucoup, c'est avec ce qu'on appelle, nous, en podologie, l'épine irritative, parfois qu'on retrouve sous la première tête métatarsienne. Est-ce que, effectivement, des fois, tu vois est-ce que tu regardes, est-ce que tu constates et donc tu en prends compte dans ta prise en charge, ou parfois le varus peut être une conséquence en fait que de l'avant-pied? Oui, pleinement. C'est pour ça que, avant de conclure sur une origine ligamentaire, il faut faire un examen complet. L'examen complémentaire, l'examen complet, c'est avoir donné sa chance à la rééducation. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui viennent qui disent je suis en échec de rééducation parce que j'ai fait 10 séances. Ça, ce n'est pas possible de rééduquer une instabilité chronique en 10 séances. Forcément, ça va prendre du temps, donc il faut l'expliquer aux patients. Et il faut faire aussi le point sur tout ce qui est examen de la marche, etc. Et donc là, c'est pour ça qu'un bilan podologique est indiqué. Attention, la majorité des gens, c'est-à-dire les 2/3 des gens, vivent tout à fait normalement, y compris avec des ligaments rompus. Plus de 90% des footballeurs professionnels ont des lésions ligamentaires sévères et ils continuent à courir tous les week-ends. Donc, on n'opère pas ces gens-là. Et ces gens-là, de temps en temps, justement, on va leur mettre une semelle, y compris les sportifs dans les crampons, et ça va régler le problème. Une question d'ordre de rééducation. Certaines critiques peuvent se faire positives ou négatives sur la proprioception. Est-ce qu'on considère que la proprioception, c'est trop tard en fait? Et est-ce que ton avis sur l'entéroception? Alors, bon, tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement discutés avec des écoles très variables. Donc, l'idée par rapport à la proprioception, je pense qu'on était dans une mauvaise direction jusqu'à maintenant. Et ça va aussi avec l'évolution de nos connaissances, finalement, sur la biomécanique de la cheville. On est en train de développer des outils dédiés à la cheville. Et pour ça, et grâce à ça, plutôt, on va améliorer tout ce travail rééducatif. Donc, non, on n'est jamais en retard par rapport à tout ce qui est reprogrammation neuromusculaire. Voilà, il faut travailler avec des gens qui s'y intéressent aussi parce que ça évolue tellement vite que c'est parfois un peu difficile. Après, voilà, il faut aussi faire attention. Certaines personnes mettent en avant des outils avec 100% de bons résultats. C'est pareil, malheureusement, ça n'existe pas. J'en serais le premier content si je pouvais envoyer chez le kiné tous mes patients et qu'ils étaient guéris. Voilà, donc il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça et continuer à travailler et à faire des études pour fiabiliser justement aussi la rééducation. Alors, 2 dernières questions. Une qui revient beaucoup. À partir de quel âge? En fait, il n'y a pas d'âge. On opère des enfants, c'est-à-dire des enfants, j'ai dû faire 11 ou 12 ans. Alors, bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais le sujet qui dit qu'il n'y a pas de lésions ligamentaires chez les enfants, parce qu'en fait, le cartilage de croissance est plus faible mécaniquement sur la résistance que le ligament est faux. Et on voit pas mal d'enfants, pareil, qui ne font pas de sport pendant des années. Donc là, il ne faut pas non plus se jeter sur la chirurgie. Il y a tout il y a un examen complet à faire, les examens complémentaires. Mais souvent, on le voit bien, ils ont une laxité différentielle qui est très importante liée à une insuffisance ligamentaire. Et en fait, chez les petits, ce que je dis petits, c'est entre 10 et 15 ans. Chez les petits, il y a une telle capacité de cicatrisation qu'il suffit juste de mettre une encre, c'est-à-dire un fil dans la malléole. Ça ne touche pas le cartilage de croissance. On n'est pas dangereux pour le cartilage de croissance. On réattache le ligament en tension et ils récupèrent, c'est incroyable, ils reprennent le sport tout à fait normalement. Donc, vraiment limite d'âge, limite du diagnostic par contre. Une dernière question, mais je connais la réponse des Toulousains, mais la tienne peut-être pas. Le système Myolux pour le kiné dans le traitement d'instabilité de cheville? Alors, notamment dans les systèmes aujourd'hui qui sont encore en test, même si Myolux, ça commence à faire quelques années qu'il est utilisé.
il faut faire attention. Alors, Myolux a des indications et probablement des indications à préciser. En fait, nous, on a vu ici quelques limites sur le plan pratique du Myolux. C'est-à-dire que ce n'est pas facile aux patients de s'approprier l'outil. Je ne sais pas si certains kinés ont ressenti ça aussi dans l'audience. Mais finalement, ça prend du temps. Donc, ça peut être plus un outil un peu diagnostique. C'est un peu comme ça qu'il est utilisé actuellement. Mais ce n'est pas un outil simple en pratique courante avec le schéma de rééducation qu'on a actuellement. Il faut être malheureusement pratique. Mais c'est pareil, l'équipe Myolux, c'est super parce que c'est une équipe qui permet de réfléchir sur les concepts et donc de faire avancer le débat finalement.